Denis, un ami spéléo québécois qui réside épisodiquement en Équateur, me parle depuis des années de la fascinante cueva de Los Tallos et de sa légende. Dans les années 1960, l'aventurier Joan Moritz annonce officiellement avoir découvert dans les grottes de la région de Cuancus, située à 300 km au sud de Quito, capitale de l'Équateur, une bibliothèque constituée de plaques métalliques de grande valeur. Ces plaques, gravées d'une écriture inconnue, témoigneraient d'une civilisation pré-inca qui ouvrirait ainsi un chapitre extraordinaire dans l'histoire des mondes secrets. Tous les journaux du pays ont rendu compte de cette découverte insolite, ce qui provoqua un intérêt mondial sur la cueva de Los Tallos. Passionné par ces récits, et surtout par l'idée de s'immerger dans la forêt amazonienne à la recherche d'un monde oublié, Denis finit par me convaincre d'organiser l'expédition Cuancus 2017 en Équateur. Une équipe est alors constituée, 5 spéléologues motivés pour redécouvrir l'histoire d'une civilisation disparue. C'est alors le départ vers de nouvelles aventures. Quelques mois plus tard, nos Indiens chouards nous initient aux techniques de survie en forêt. Les bottes aux pieds dès le lever du jour, ainsi que des gants pour éviter les mauvaises épines. Il faudra se familiariser avec la récolte des grosses larves blanches qui se consomment, crues, nature, ou grillées en brochettes au feu de bois. Un peu plus tard, la formation de survie en forêt équatoriale se poursuit. Et Jimmy nous explique comment sélectionner, puis abattre un palmier pour se régaler de son cœur après l'avoir débité. C'est un mets que les Indiens apprécient beaucoup, d'ailleurs, nous aussi. De longues lianes pendent depuis les arbres, et nos 2 compères n'hésitent pas à les récupérer et à les enrouler afin de les ramener au village pour en confectionner de précieux objets de la vie de tous les jours. Joan Moritz, né en Hongrie en 1922, citoyen argentin, a résidé en Équateur à partir de 1964. On pense que durant la Deuxième Guerre mondiale, il a fait partie d'un mystérieux groupe hongro-allemand qui se consacrait à déchiffrer des phénomènes paranormaux. Puis il apparaît comme spéléologue en Argentine, Bolivie et au Pérou, où il explore une infinité de cavités. L'expédition du 25 juillet 1969, qu'il dirigeait à la Cueva de Los Tallos, accompagné de 16 hommes et 43 mules, et surtout la révélation faite de sa découverte au grand public, confirme à cette grotte un intérêt mondial. Gringos de otros países, un astronauta que vino de eso, no nos permitieron entrar. Plusieurs expéditions ont alors été organisées. La plus connue, l'expédition britannique, date de juillet 1976. Constituée d'une 60aine de participants, plusieurs millions de dollars investis et en prime, la participation physique du premier homme à avoir foulé le sol de la Lune le 20 janvier 1969, Neil Armstrong. Pedro, âgé de 70 ans, a participé à la première expédition de Joan Moritz il y a près de 50 ans.
Son aide devrait nous être précieuse pour la recherche et la découverte du Graal. Siro, considéré par tous les Indiens Shuar comme un sage et qui de plus maîtrise parfaitement les dialectes locaux, se fera un plaisir de se joindre à nous. Et après de très longues discussions, la danse Shuar en tenue traditionnelle mettra tout le monde en confiance. Mais pour atteindre la Cueva de los Tallos, avec tout notre matériel de bivouac et d'exploration, la route sera périlleuse et truffée d'embûches. La descente de l'impressionnant Rio Santiago en pirogue, sous une pluie battante et grossie par le Rio Zamora, nécessitera 2 allers-retours. Deux heures de marche en montée sur des chemins détrempés seront nécessaires pour atteindre le village de Cuancus. L'accueil par le conseil des Shuar, regroupé autour du chef du village, ne laisse rien présager de bon pour la suite de notre expédition. Le problème, ça va être pour rappeler la poulie. C'est pour rappeler la poulie, là. Un milieu de corde, il faut... En fin de journée, un nouvel obstacle semble nous barrer la route. Il va falloir traverser à présent le Rio Cuancus, sur cette tarabita. Un câble tendu d'une rive à l'autre, tout simplement une tyrolienne de 60 mètres de longueur, mais à forte déclivité remontante. Oui, il n'a pas de longe là. Mets-toi debout. Allez, Oh, allez. Cette tarabita est le seul passage possible pour traverser le Rio Cuancus en crue. Les Indiens Shuar l'utilisent même dès leur plus jeune âge pour se rendre à l'école du village chaque semaine. Et pas question d'utiliser un baudrier. Un Indien à califourchon sur son escarpolette profitera même avec plaisir de notre présence. Il acceptera volontiers un petit coup de main avec le sourire. Son matériel utilisé pour la progression nous étonnera quand même un peu. En fin d'après-midi, chargement des sacs humides sur de nouvelles mules et direction vers la cabane du bivouac, assez inconfortable. Au matin, plusieurs heures de marche sur des chemins boueux et glissants sont nécessaires pour apercevoir enfin la clairière et les habitations de Jimmy et de sa famille. Nous y installerons notre camp de base, situé à 30 minutes de la Cueva de los Tallos. Après déchargement des sacs, légèrement décorés lors du transport, et installation dans la cabane pour notre camp de 12 jours, il faudra se plier aux coutumes locales avec la dégustation du breuvage de bienvenue, la chicha, offerte par notre guide dans un grand saladier. C'est un breuvage ancestral des Indiens, une sorte de bière de manioc légèrement alcoolisée. Le manioc fermente et macère avec des fruits durant 2 à 6 jours, que les femmes ensuite mâchent et recrachent. Il est temps maintenant de voir à quoi ressemble cette entrée de la Cueva de los Tallos, mais les pluies de ces derniers jours nous font craindre le pire. Tous les cours d'eau sont en crue. Normalement, le débit à l'étiage est absorbé par une perte située 50 mètres en amont de l'orifice.
Mais aujourd'hui, tout est différent. L'eau passe par-dessus le barrage de retenue. Malgré tous les efforts des chouards pour déboucher la perte, le barrage cède et le torrent vient s'engouffrer dans la cueva, rendant momentanément impossible la descente du puits de 60 mètres. Il faudra attendre la tombée de la nuit pour s'équiper et partir à la pêche au crabe. La nuit dans la forêt, les pièges sont nombreux et les mauvaises rencontres possibles. Après 30 minutes de descente glissante vers le torrent, les Indiens commencent les captures sous les rochers. Instant de frayeur visible même chez les chouards. Un redoutable serpent corail semble nous provoquer. Cette rencontre, une fois oubliée, la séance de pêche peut quand même continuer avec prudence. Dès le lendemain matin, la situation météo s'améliore. Les nuages disparaissent progressivement et maintenant, les rayons du soleil pénètrent même dans le gouffre. Fred en profite pour précipiter dans l'abîme un énorme bloc de rocher, réveillant ainsi de leur sommeil la colonie de Taïos qui réside dans la caverne. Nous voici enfin prêts pour une première descente à la recherche d'un monde disparu. La cavité débute par un impressionnant puits de 60 mètres de verticale absolue. Elle a été longtemps utilisée par les Indiens Jivaros qui y descendaient chaque printemps, à l'aide d'échelles de leur fabrication et de torches en bambou, pour y recueillir les oisillons du guacharo des cavernes, les Taïos. On retrouve chez le guacharo plusieurs caractéristiques peu communes chez les oiseaux, notamment la capacité d'écholocation. Ainsi, dans l'obscurité totale, ils se déplacent en vol à la manière des chauves-souris. Le guacharo est nocturne. Le jour, il se réfugie dans sa grotte pour n'en sortir qu'à la nuit tombante. Le nom anglais et le nom scientifique signifient « oiseau à huile ». Les guacharos se nourrissant principalement des fruits d'un palmier à huile, les jeunes sont recherchés pour leur graisse qui est utilisée en cuisine par les indigènes. Beaucoup de fruits que les oiseaux apportent dans la grotte pour nourrir leurs petits tombent sur le sol, germent, créant ainsi une authentique jungle des cavernes. Ces grottes sont en plus des lieux rendus insalubres par une épaisse accumulation de fientes et de régurgitation. Elles sont richement peuplées de populations de blattes, de scorpions, d'araignées et autres invertébrés.
amarrage irréprochable. De mauvais amarrages, ça fait un bon amarrage. La progression devient plus sportive avec la descente de quelques ressauts pour atteindre la magnifique rivière que nous suivrons longuement pour arriver au siphon, soit un développement de plus de 2 km. Décidément, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Toute une faune surprenante réside bien à l'intérieur de la cueva, dans l'obscurité la plus totale. Et c'est vers la profondeur de moins 200 mètres que nous rencontrons ces magnifiques crabes d'eau douce, immédiatement effrayés par le faisceau de nos lampes à LED. Dans la jungle amazonienne, les entrées des cavités ont souvent servi d'abri aux Indiens, et il n'est pas rare d'y retrouver les vestiges de leur passage. Comme ici, ces énormes tessons de poterie ramenés par Siro, lors d'une éprouvante séance de prospection, ils seront auscultés puis assemblés minutieusement. Le soir venu, de retour dans la clairière au campement, le repas sera préparé au feu de bois. En apéritif, brochettes grillées de belles larves blanches. J'enlève les pattes de ces vers. Je vais couper la queue. C'est à peu près le goût du quand c'est cru, hein. C'est-à-dire c'est le goût de la terre. C'est comme. Ça mange pas la peau. C'est comme le bœuf ce midi. Tiens, Denis. Puis le repas sera servi à l'intérieur de la cabane, accompagné par les chants traditionnels de Siro. Au menu ce soir, et spécialement pour nous, présentés dans une feuille de bananier, les traditionnelles et très appréciées larves blanches, du poisson, du rio tout proche, et du watusa, une sorte de ragondin, le tout cuit au courbouillon dans un chaudron sur le feu de bois à même le sol. Un serpent s'invitera tout naturellement au milieu de la table, mais il ne semble pas effrayer nos Indiens. Un peu de tout, du poisson, un peu de tout, de trucs. Muy rico, muy bueno. Ají asado, Denis. Ya, mi querida Natalia. Bernardo. Sí. Bernardo, Natalia dice que le quiere hacer trenza. También. En cuisine, il faudra préparer les prochains repas sous le regard intéressé du petit chien Pelucci. Des petits poissons seront enrôlés dans les feuilles de bananier avant de finir sur les braises. La tête du watusa au courbouillon surnage un peu au-dessus du chaudron. La viande de bœuf séchée sera ensuite accrochée dans la charpente au-dessus du foyer pour y être conservée dans la fumée. La fumée du foyer s'échappe toujours au travers de la toiture. Le temps est toujours à la pluie et nous serons bien mieux à l'intérieur de la cabane, un modèle de technique de construction. Au petit matin, c'est la grande toilette
et la maman en profite pour regarder de près la belle chevelure du petit Mowgli et au passage le débarrasser de quelques poux qui ne seront pas perdus pour tout le monde. La fin de notre séjour spéléo en terre chouard approche. Il faudra ranger le campement et refaire nos sacs. Puis ce sera les traditionnelles photos d'adieu et le retour vers la civilisation. Cette fois, l'itinéraire sera bien différent de celui de l'aller. Les vestiges d'un ancien pont suspendu bien au-dessus du cours d'eau demeurent toujours, mais uniquement les vestiges. Le niveau d'eau des rios est redevenu normal. Les Indiens en ont profité, d'après leur dire, pour réparer le radeau en bois qui nous permettra de traverser le rio Kwancus en parfaite sécurité. Un spécialiste de la navigation a même été embauché comme pilote pour la traversée de la rivière infestée d'anacondas et précisément à cet endroit. Tout le monde, ainsi que les sacs de matériel, débarquent bien sur la bonne rive. Puis c'est à pied, en longeant la rivière et parfois dans l'eau jusqu'à mi-cuisse, sur 2 km, que nous devrons rejoindre la pirogue. De nombreuses ammonites, des papillons magnifiques et enfin les empreintes de pattes du Watusa qui doit en principe nous observer, mais d'un peu loin. Embarquement de notre matériel d'expédition dans la pirogue, dernier au revoir à notre guide Alfonso et au muletier, descente du rio Kwancus, puis remontée mouvementée des rapides du rio Santiago. Après plusieurs jours d'investigation et d'exploration dans la Cueva de los Tallos, à la recherche de la fascinante découverte de Joan Moritz, il faut bien se rendre à l'évidence, il faudra encore chercher. Le trésor constitué de quantités d'objets en or, une bibliothèque de plaques métalliques gravées d'une écriture inconnue, seul témoin d'une civilisation pré-inca aujourd'hui disparue, reste toujours introuvable. Au-delà des écrits de Joan Moritz et du livre L'or des dieux de l'auteur de science-fiction Eric van Däniken, au sujet du trésor et des mystères de la Cueva de los Tallos, il reste pour toujours dans le cœur des participants à cette aventure une grotte vivante et fantastique à découvrir. J'y reviendrai.